Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Je vais ici décrypter cette situation d'abord d'un point de vue historique et aussi de la réalité. Et en votre âme et conscience, vous allez certainement nourrir le débat de cette affaire-là, de 2015, où tout a échoué. Et les conséquences sont toujours d'actualité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le but de cette vidéo est d'abord de responsabiliser historiquement les erreurs politiques et citoyennes des uns et des autres, ou plutôt de la classe politique au regard des conséquences engendrées par ce qui n'avait pas marché en 2015. Bien entendu, qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover, disait déjà Albert Einstein. Mais le problème, c'est que quand les erreurs deviennent la règle, il y a des soucis à se faire avec cette classe politique-là et ce peuple-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu de cette vidéo est d'éviter les amalgames tribales, ethniques et géopolitiques à l'échelle nationale et aussi de la ville de Brazzaville. Parce que tout se passe à Brazzaville. Ça va être dégagé à Brazzaville, la ville capitale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors, pourquoi les Batéké et Bakongo avaient-ils échoué de prendre le pouvoir en octobre 2015? Bon, pour répondre à cette question, ou pour nourrir les débats, il fallait d'abord regarder, les têtes d'affiche de ceux qui avaient organisé les manifestations de septembre et d'octobre 2015 contre le référendum anticonstitutionnel par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et deux, voir la répartition démographique et géographique de la vie de Brazzaville au plan culturel et politique aussi. Et enfin, voir pourquoi ces organisateurs avaient-ils échoué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons déjà par les têtes d'affiche, ceux qui avaient organisé les manifestations de septembre et d'octobre 2015 contre le référendum anticonstitutionnel organisé par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Vous savez qu'en octobre, il y en avait eu plus de 50 000 manifestants. 50 000. D'autres chiffres parlent de plus de 100 000 personnes qui s'étaient manifestées à Brazzaville contre le référendum. Parmi les têtes d'affiche figuraient déjà 60% des Bakongo, les organisateurs. C'était des Bakongo. 60%. Donc on pouvait citer Guy Parfait Kolela, Claudine Mounari, Jean Itadi, Christophe Mukwege, les Marie-Paul Pouelé et tout ce monde-là. Il y en avait plein des solistes. Et 40% des Batéké. Donc on pouvait citer Mathias Sindian, André Okombi Salissa, Clément Miressa, etc., etc. Bon, s'ils étaient des Soudanais, on pouvait se retrouver dans la contestation entre les leaders politiques et d'opinion des tribus arabes du Soudan à Khartoum, qui représentaient à 40%, comme les Batéké, et la majorité noire de 60% à Khartoum. Et donc, les 60% seraient des Bakongo. Et pourtant, au Soudan, ils sont allés jusqu'au bout.
Le dictateur Omar el-Béchir dégage. Ils se sont structurés, organisés et managés la contestation avec toute une logistique, les lieux de stratégie. Parce que ce n'est pas les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais c'est ceux qui s'adaptent au changement, ceux qui savent s'adapter. Et donc, nous, il a manqué quelque part ça. On a appelé la population en masse, venez manifester, et après on leur a demandé d'entrer chez vous, comme des moutons. Au Soudan, ils ont dit non. Si les hommes politiques, vous voulez rentrer chez vous, nous on reste là, le dictateur dégage. Ils ont occupé d'abord le ministère, devant le ministère de la Défense, et donc ils ont dormi là des jours et des jours. Avec toute une logistique, il y a des gens qui amenaient à manger. Et autres. Mais, mesdames et messieurs, pourquoi chez nous ça n'a pas fonctionné? C'est tout le questionnement. D'un côté, du côté des organisateurs et aussi du peuple. Puisqu'au Soudan, le peuple s'est désolidarisé de certains opposants corrompus qui voulaient dire non, rentrez chez vous. Ils ont dit non, on reste là jusqu'au bout. On est d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, vous savez, mesdames, Messieurs, pour le monde entier, nous, pour mobiliser les gens en Afrique, et souvent je parle du Congo, les manifestants, c'est toujours par appartenance. Bon, quoique le régime Sassou Nguesso a pris pour ça l'habitude de leur donner un peu d'argent pour que les gens viennent. Mais ce n'est pas par conviction. Mais les convictions, chez nous, sont d'abord par appartenance. Appartenance tribale. Appartenance ethnique. Et appartenance géopolitique. J'explique. Tribal, parce que si vous avez des tribus qui sont majoritaires dans la ville de Brazzaville, ils auront plus de monde, ils peuvent facilement mobiliser les gens parce qu'ils ont beaucoup de tribus, beaucoup de gens qui sont de leur tribu. Ethnique, parce que nous, bon, les tribus, il y en a 55 au pays, mais groupe ethnique, je ne sais pas, il y a peut-être 7. On parle de Bakongo, de Bateke, de Ngala, de tout. Voilà, c'est ça. Et géopolitique, c'est-à-dire chez nous, il y a le nord et le sud. Et donc, on a divisé ce pays au nord-sud. C'est vraiment... c'est stupide, mais c'est une réalité politique et culturelle là-bas. Mesdames, Messieurs. Donc, les manifestants viennent par appartenance. Or, quand on voit la démographie de la ville de Brazzaville, la ville capitale, il y a 60% des Bakongo. Et pourquoi? Parce que la capitale est située dans la partie géopolitique sud-Congo. Donc, la capitale du Congo, Brazzaville est dans le sud Congo. Et donc, les populations qui sont aux alentours de la ville, historiquement, et aujourd'hui, sont toujours les mêmes. Donc, il n'y a pas eu de bouleversement. Donc, on retrouve 60% des Bakongo. Les Bakongo, ce sont des tribus qui regroupent, quand vous allez au Congo, vous voyez la région du pôle, surtout le pôle sud, ça prend la Bouenza, l'Ekumu, le Nyari et le Kwilu, la ville océane. Et les Bakongo s'étendent au sud du sud Gabon et du sud-ouest de la République démocratique du Congo et une partie d'Angola. Donc c'est tout au long depuis le Gabon là-bas, sur le bord de l'océan Atlantique. Vous voyez l'océan Atlantique depuis le sud du Gabon. Vous prenez le sud du Congo-Brazzaville et vous allez juste en Angola. Ce sont ces tribus-là. Les tribus que le colon et les maîtres esclavagistes sont arrivés les premiers à les rencontrer. Et donc, par contre, les Bateke s'étendent sur l'ensemble du territoire national. Donc, depuis la partie nord du Congo, c'est-à-dire, on appelle ça là-bas la région de la Kivette ouest qui fait frontière avec le Gabon, et puis une partie de la région de la Kivette centrale, c'est-à-dire la région du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est aussi ma région. Et puis à passer à côté la région des plateaux, là où sont vraiment ça, c'est occupe tout le territoire de la région des plateaux, au département des plateaux. Après, on arrive au pôle. Le pôle, c'est la région qui entoure la ville capitale. Donc la partie nord, il y a beaucoup de Bateke. Et s'étend jusqu'à
dans l'Alikoumou, la frontière avec aussi le Gabon. Puis, n'oublions pas le Niari. Un petit peu de Bouenza, mais pas beaucoup. Mais ces régions-là. Donc, ils s'étendent de la cuvette ouest, la cuvette centrale, les plateaux, le Poul, l'Alikoumou et le Niari. Et donc, ils sont très très bien. Mais il faut dire que de façon large, ils se retrouvent aussi au Gabon et en République démocratique du Congo, dans les provinces de Bandundu et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, donc, vous imaginez que pour mobiliser la population de Brazzaville qui est déjà à 60% Bakongo et 30% Bateke, et n'oublions pas que il n'y a que 10% de ceux qui sont d'extrême nord, c'est-à-dire une grande partie qu'on appelle les Ngala, ça va plutôt vers la grande partie de la cuvette centrale, la Songa et la Likwala. La Likwala, c'est la frontière avec la Centrafrique et la Songa, c'est la frontière avec le Cameroun. Mesdames, Messieurs, donc, les populations majoritairement de la ville de Brazzaville, ce sont des Lari Congo ou des Bakongo, et puis les Teke, qu'on appelle les Bateke. Donc, comme la mobilisation ou la manifestation est par association, donc les leaders d'opinion qui étaient là, les leaders de partis politiques face à jeu de 2015, bon, ils ont pu facilement mobiliser ces gens-là. Et donc, vous avez tout compris. Et pourquoi ils avaient mobilisé facilement. Et déjà, ça c'est vraiment les raisons de la mobilisation. Maintenant, passons enfin au niveau des raisons pour lesquelles ça a échoué ou ça a capoté. Moi, je pense qu'il y en a 3 raisons. La première raison, il faut voir déjà le passif et les plans cachés des organisateurs, ou la personnalité de ces organisateurs, ou des convictions, ou les valeurs et tout compagnie des organisateurs. Bon, on va commencer du côté Bateke, c'est-à-dire des 40% des organisateurs. Donc, prenons Mathias Sinjon. C'est lui qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir par le coup d'État. Est-ce qu'il voulait lui prendre le pouvoir? Est-ce qu'il avait la possibilité? Donc, on est au cœur des conflits d'intérêts. Et prenons Okombi Salissa. Pareil, c'est lui qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir par le coup d'État. Tous deux étaient des ministres de Sassou Nguesso. Et Clément Miressa, mais lui, il est un peu l'électron libre. Il était pour la transition. Et aujourd'hui, au terme de crédibilité, c'est lui qui est aujourd'hui le plus crédible. Quoique Okombi Salissa, avec ce qu'il a pris comme engagement, avec ce qu'on a vu, on voyait qu'il était dans la dynamique du changement, puisque Sassou Nguesso l'a emprisonné et depuis ces années-là. Mais en matière, Ndiop est toujours en liberté. Et donc, autant qu'opposant, au lieu de suturer et d'organiser et autres, bon, il faut voir ça au niveau de ces conflits d'intérêts, des passifs des uns et des autres, les intérêts particuliers et partisans, là. Déjà pour le côté seulement Bateke. Maintenant, passer du côté Bakongo. Bon, on commence Guy Parfait là, et qui est devenu, son père, Sassou Nguesso est devenu son père adoptif. Il fut ministre de Sassou Nguesso. Et donc, il est encore opposant de Sassou Nguesso. Opposant, ça veut dire qu'il n'est pas résistant. Il est opposant là avec... oui, opposant, être opposant dans une dictature comme ça, bon, on travaille dans l'Assemblée nationale d'une dictature, donc on fait partie du même système. Et d'ailleurs, en 2016, c'est lui qui avait le premier à accepter que non, ça soit gagné. Et c'est pourquoi il est tranquille. Donc, vous voyez déjà, on ne fait pas du propre avec du sale. On ne fait pas du propre dans un climat, on ne fait pas de la confiance dans un climat de méfiance et de défiance et des intérêts des uns et des autres. On était là dans ce bouillon de culture antidémocratique entre eux. Mesdames, Messieurs, bon, Jean Itadi, Christophe Mukwege et Claudine Mounari et tout ce monde-là qui était du côté Bakongo. Bon,
Mais il me semble que la débâcle des Lissouba, ils sont en partie responsables de la perte du pouvoir ou de ce qui s'est passé en 97. Donc, est-ce que pour eux, les changements, mais avec qui est-ce qu'ils pourraient prendre le contrôle entre eux? Donc, ils ne savaient pas que, bon, qui peut prendre le contrôle. Donc, on était là, quelque part, au cœur de la guerre des égaux. Chacun avec son passif, on ne sait pas qui est opposant le matin. Et le soir, il est ce dictateur Denis Sassou Nguesso qui font le jeu et autres parce qu'ils ont des passifs à cacher, ils ont peur. Oui, ils cherchent que ce soit moi, pas l'autre. Donc, vous voyez, il n'y a pas les sons de l'intérêt général là. Il n'y en avait pas les sons de l'intérêt général. Sinon, on ne serait pas là, on serait pas allé directement au palais avec le peuple là, ou même pas aller au palais, le peuple là resté là, avec toute la logistique et tous les trucs, donc ça sera déjà fini. Déjà, il faut se dire que la population de Brazzaville est majoritairement de ces ethnies précitées, Bakongo et Teke. Je voulais vous dire que les Bateke, c'est un ensemble de tribus. Hein. Il y en a plusieurs. Hein. On parle des Bangangolo, des Mathias Ndjan, on parle les Kukuya, les Teka Lima, les Oumou, les Moy, tout. Il y en a plein. Mesdames et messieurs. Et donc, là, il faut se dire que avec ces noms précités, je ne savais pas qu'il pouvait rouler l'autre pour aller jusqu'au bout et prendre le pouvoir. Je ne sais pas. La guerre des égaux, les conflits d'intérêts, les passifs cachés des uns et des autres et les avenants cachés, et les connivences avec les dictateurs. Donc, tout était mélangé là. Ils étaient dans le piège. N'oublions pas l'achat des consciences, la corruption et autres. Donc, vous étiez là, le peuple était rentré dans le piège. De 2015, c'était que le dictateur l'a accepté, c'est qu'il y avait déjà négociation, il y avait déjà tout ce qui était passé avant. Peut-être certains ne connaissaient pas, d'autres autres, les uns et les autres se sont fait rouler entre eux aussi. Donc on ne sait pas, avec cette racaille politique, qu'Alain Babankou, dès décembre déjà de 2015, avait dit que nous avons l'opposition politique la plus bête au monde. Bien entendu, en partie, il avait raison, mais je pense qu'il y avait trop de conflits d'intérêts. Et qu'ils avaient peur qu'il arrive quelque chose, qu'il peut être incontrôlable et ils peuvent être... oui, leurs passés peuvent être remis en cause au moment venu. Et s'il y avait quelque chose comme ça, là, voilà. Donc, comme on est en politique, ils avaient peur de ça. Donc, ils ont fait le jeu entre eux. Moi, je pense comme ça. Et là, c'est là qu'on arrive... oui, nous étions dans la débâcle déjà de 2015. Là, nous étions dans la débâcle, comme la France, en 1940. En juin 1940, il fallait trouver les responsabilités. Mais ils ont trouvé la libération. Mais là, nous sommes dans le même état d'esprit. Le cas de la débâcle aussi de l'Issouba, en 1997. Donc, il faudrait chercher jusqu'aujourd'hui, chercher les responsabilités. Ça ne vient pas du même jour même. Il y avait déjà des négociations pour l'Issouba. Tout a commencé déjà en 1994, 3 ans avant sa chute. Un président élu démocratiquement chassé comme un vaurien. Bon, vous imaginez, avec cette racaille politique. Et donc là, ce que nous avions déjà là, peut-être il y avait déjà négociation depuis 2014, 2015 au début. Et puis n'oublions pas que beaucoup de ces gens-là travaillent avec Sassou et qui sont là, qui les entretiennent et autres. Donc vous avez tout compris. Donc Mokoko arrive en janvier 2016. Mokoko. La suite, vous la connaissez. Parce que cette même classe politique n'a pas mobilisé les gens quand il y a eu hold-up électoral. Bien sûr qu'ils ont fait le jeu des dictateurs. Voilà comment on peut retrouver avec cette classe politique-là. On ne va plus rien avancer. Quand les erreurs deviennent la règle, donc on a des soucis. Mesdames et messieurs, donc, le problème que je pose ici, c'est que, c'est la troisième raison. Que non, c'est le peuple. Le peuple n'a pas pris ses responsabilités. Parce que nous sommes un peuple de moutons. Des peuples plus ou moins intelligents peuvent se tuer, moins organisés, puis encore, ils ne sont pas courageux. Ailleurs, ce serait désolidariser de cette racaille-là, parce que ces gens-là ont des passifs, ils ont des responsabilités politiques, historiques. Parce que nous, au Congo, être responsable, c'est le fait d'avoir un train de vie, un statut social, les fonctions, les honneurs et autres.
Mais la responsabilité politique en termes pénal ou oui, tout ce qu'on peut faire, que non, mais on a échoué, on s'est dit que voilà. Donc là, il n'y a rien. Ils font les cons après. Donc on vient là pour les titres, pour les fonctions et autres. Il fait ah, monsieur le ministre, monsieur le directeur, monsieur le voilà, c'est tout. Et après, quand on sort, c'est ça. Alors qu'ailleurs, non, il y a une responsabilité. Mais ces gens ne lâchent pas. Ils ne peuvent pas lâcher parce qu'ils ont des passifs à cacher, des choses comme ça. Ils suivent la situation du Congo aujourd'hui, qui les fait peur d'ailleurs. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, mesdames et messieurs. Donc la troisième raison, je disais que, pardon, c'est le peuple au regard de ce qui s'est passé ailleurs dans le monde. Par exemple, en Corée du Sud, où les jeunes sont restés. Oui, ça a commencé en octobre, là, en octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016, janvier 2016 et janvier 2017 et février 2017. Presque 5 mois. Et les températures en Corée du Sud, en hiver, oui, ce n'est pas les températures parfois de France. Ça va jusqu'à même à moins 15. Mais ils sont restés dans le froid. A dit la présidente a volé l'argent, il doit aller en prison. Donc, boum, jusqu'à la chute de la présidente. Après, elle a été condamnée avec 4 ans de prison. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez comment au Burkina Faso, quand les gens sont rendus, ils commencent à taper haute. Là, le palais du Congrès, tout ça, on allait la masse là vers le palais. Et donc, vous avez ça. Et tant qu'ils mobilisent ces trucs là-bas, des poyos là-bas, les militaires qui sont déjà... l'armée est divisée. Et donc, il y aurait pu avoir scission et autres à vous accompagner le peuple. On ne peut pas structurer, on n'a pas de cerveau. Peuple plus ou moins intelligent. Prenez le cas du Soudan, c'était un cas d'école. Et n'oublions pas l'Algérie. Hein? Vous voyez comment ils ont fait la logistique, hein? Entre les gens qui venaient me donner la nourriture aux uns aux autres. Et vous voyez jusqu'à ce que Bouteflika a dit non, mais je ne veux plus me représenter et je pardonne le peuple algérien. Et ça, c'est l'honneur. Il a pardonné le peuple. Ça, il rentre dans l'histoire. Et donc, vous avez tout compris. Et donc, là, nous avons des gens que nous, individuellement et collectivement, on ne s'est pas désolidariser de cette racaille politique. Et puis aussi, nous-mêmes, on ne s'est pas structuré, organisé pour aller. Non, on reste là parce que c'est les manifestations face à des enjeux majeurs, comme là, que ça se dégage, et qu'on aurait pu créer une nouvelle classe politique. Imaginez ce jour-là. Dit d'abord, tout ce monde-là que j'ai cité là, allez, rentrez chez vous. Nous, on va jusqu'au palais. On reste là, on structure. On aurait pu sortir un homme politique du Congo de demain. Et donc, c'est à travers les événements qu'on peut sortir les grands hommes des États ou des pays. Donc, le nôtre viendra. Donc, il faut le faire maintenant. Ce n'est pas qu'on vient nous aider de l'extérieur et après on va dire oui, mais Sassou est parti. Non, ça sera la honte. Donc, nous devons nous structurer à chasser Sassou Nguesso par cette voie-là. Le peuple dans la rue. Ça sera l'unique moyen de construire une transition consensuelle. Et pourquoi consensuelle? Parce que je vous dis que aucun officine politique, aucun parti politique, et tous ces gens-là, personne ne peut réparer ce pays-là, restaurer ce pays-là. Parce qu'ils sont déjà en méfiance entre eux, ils se méfient entre eux. Ils sont en défiance, ils s'évitent entre eux. Le peuple n'a plus confiance avec ces gens-là. Même dans le monde entier, on n'a plus confiance aux hommes politiques. Regardez Mokoko arrivé, il n'a même pas de parti, il a gagné. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Un amateur qui arrive comme ça, voilà. Donc demain, nous aurons des gens de plus comme ça. Pourquoi aller perdre le temps parti? Non. Les projets de société, tout Congolais peut écrire son projet de société. Même celui qui est au village, il sait déjà ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Même moi, quand moi-même, j'avais mon projet de société quand j'allais cueillir les cabosses pour les vendre. Hein? On faisait les récoltes. Quand j'avais eu une demi-tonne de cabosses, et quand nous raclait autres, j'ai dit non, les prix sont bas, et donc j'ai commencé à négocier. J'avais quel âge? Je n'avais même pas 17 ans. Hein? Les champs de cabosses, je faisais plus de 5 hectares de mon père, qui avait eu l'accident. Et c'est moi qui s'en occupais. J'avais comme quel âge? 17 ans. J'avais déjà 5 hectares de cacao, de cabosses.
C'est du boulot, hein. Et en plus, il fallait transporter ça jusqu'à faire des allers-retours. Mais les dos ici, c'était chaud, hein. Donc, chaque Congolais, là où il se trouve, il peut avoir un projet de société. Et donc, ne retirez pas de vous, venez vomir pour les sociétés, partis politiques. Non, on ne veut pas. Pour l'instant, ça se dégage. Et on cherche le consensus pour une transition consensuelle entre les anciens et les uns et les autres pour trouver les mécanismes du vivre ensemble, de l'intérêt général, sans mort d'homme, ni chasse d'homme, ni chasse à l'homme. Nous, le but est qu'il y ait une commission vérité et réconciliation pour que tous les assassinats et tout ça ne restent pas impunis. Et que nous construisons la mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des amalgames, du négationnisme. Et n'oublions pas la guerre des mémoires. Donc il faut construire cette mémoire collective, que nous pourrons passer par là. Mais il y aura aussi les audits de l'État, les États généraux de l'État, que ce soit l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, la justice, l'administration pénitentiaire, que ce soit les comptes publics, la santé, les armées, la police, la sécurité, que ce soit au niveau de l'économie, c'est-à-dire nos comptes publics, la productivité et tout compagnie. Le cadre de vie, les infrastructures et tout ça, il faudra tout repenser. On a les idées, on a les ressources naturelles, on a le capital humain, les technologies sont disponibles partout. On peut tout repenser, il suffit d'être ensemble. Donc, dans cette communion nationale qui s'appelle transition politique consensuelle. Parce qu'aucun parti, je vous répète, il ne pourra jamais réparer ça. Après ces audits et autres de l'État, il faudra repenser les institutions nouvelles. Parce qu'à chaque fois qu'une tribu qui est minoritaire, qui ne peut pas accéder au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des coups d'État. Donc il faudra retrouver les trucs pour que non. Les problèmes des présidents, là, ça devient symbolique pour nous. Comme on le voit en Allemagne, en Israël, en Italie, un peu partout. Et tout ce sera sur l'exécutif qui sera là pour bosser pendant un temps. Et le président est là pour équilibrer les choses. Nous devons repenser les institutions nouvelles. Mais il ne suffit pas de seulement de penser, de regarder chez nous. Il faut regarder la sous-région, la CEMAC. La CEMAC sera notre priorité. Et l'Afrique équatoriale aussi. N'oublions pas la France-Afrique. Et que nous devons comprendre avec la France que non, les intérêts stratégiques, géopolitiques, autres, ils peuvent rester là ensemble, économiques, diplomatiques. Mais nous ne voulons plus conspirer contre la volonté des peuples là-bas. Regardez l'Afrique francophone et nous berce des dictateurs. Et voyez comment ça devient un espace sans espoir, ni lendemain à construire, ni futur à édifier, à cause de cette oligarchie politico-affairiste française qui a pris la France comme compagnie d'assurance pour aller s'enrichir illicitement là-bas en maintenant au pouvoir des masses. Parce que étoile, etc. Au moment où je suis dans l'opposition, Sassou Nguesso finance les campagnes électorales d'opposition française ici. Il finance aussi le pouvoir en place. Donc, il est gagnant-gagnant. Maintenant, il n'a plus de moyens. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, on va continuer jusqu'à combien de temps ce genre de système? Donc, le temps de la transformation de la France-Afrique est arrivé. Et donc, doit commencer déjà par le printemps de l'Afrique équatoriale française, et qui est là, et qui doit se transformer. Et donc, ça se dégage. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez compris les erreurs du passé, et donc on apprend de ces erreurs, mais vous devez nourrir ce débat. Ne pas rentrer dans les amalgames, de nourrir simplement. Parce que moi, personnellement, parce que les Congolais, ils n'ont pas franchi les barrières de la raison. Moi, j'ai franchi la barrière de la raison. Je ne serai jamais jaloux contre quelqu'un. Je regardais bien Isidore Ayatonga, jamais, c'est mon dernier souci. Quand il s'est dit ailleurs, non, je ne peux pas être jaloux de la richesse ou de tout de quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Donc, moi, ce que je vous dis simplement, que ce soit les Kolela, les Mukwege, les Mathias Ndjon, les autres, mais je le vois du point de vue politique. S'il n'y avait pas politique, c'est des gens qu'on pourrait voir dans la rue, dans la vie, et aller ensemble. Moi, c'est comme ça. Moi, je différencie la politique et autres. Ils ont échoué. Laissez une nouvelle génération continuer. Mais avec vous, vous pouvez être des conseillers pour cette transition consensuelle ensemble. Pour qu'on laisse une nouvelle génération repenser le Congo. Donc, si nous restions dans le centre des petites officines politiques à caractère tribal, ethnique, et
même géopolitique, n'oublions pas des réseaux francs-maçonniques. Et donc, vous êtes là en train de foutre tout en l'air un pays et que nous avons cet espace-là. Donc, prenez votre responsabilité de trouver un consensus pour que nous allons collectivement chasser Sassou Nguesso et prendre tout le monde là et les responsabilités au sein d'une transition consensuelle avec un règlement intérieur. Cela veut dire qu'il y a une négociation, on écrit ça ensemble et on y va. Et à ce moment-là, on ne va pas sortir de manière brutale parce que quand le peuple est en colère, oui, la justice peut être brutale. Et si vous continuez à faire ce jeu, avec tout ce qui s'est passé, on pourra avoir un malin et qui pourra rentrer dans une nouvelle dictature. Et donc, nous devons éviter ça. Donc, allons vers le consensus. Et qui va d'ailleurs arranger les bougies, qu'on dit non, n'ayez pas peur. Bon, moi, vous ne connaissez pas le travail que je fais. Regardez tous ceux qui étaient là sur la diaspora congolaise de France jusqu'en 2013. Regardez comment on parlait de la cuvette et des nordistes. Mais regardez depuis 2013 à nos jours. Regardez comment tout a changé. Maintenant, on regarde ça comme un système. Et je suis en train de désintégrer ces préjugés que tout est par association. Non. La responsabilité est individuelle. Et donc, l'embauché, n'ayez pas peur. Désolidarisez-vous de Sassou Nguesso. Les tickets, désolidarisez-vous de Sassou Nguesso parce que vous êtes le trait d'union entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Les tickets, c'est la stratégie que demain, si on arrive dans les circonstances de la transition, moi, personnellement, dans le sens d'apaiser cette tension politique et militaire qui est dans la cuvette, Moukoko pourra prendre la transition, chef de transition, un président de la transition, hein, ça c'est mes idées. L'Assemblée constituante sera au maire des Téké, comme l'a eu celui qui est mort là, le ministre de la Justice, qui avait fait la Constitution, Kazou, oui, c'est ça, Nkadou, il s'appelait, voilà. Les Téké prennent l'Assemblée constituante et les Bakongo prennent le gouvernement et gèrent ça librement. Et l'Assemblée constituante, au maire des Téké, c'est-à-dire le Parlement et tout ce qui est des lois, et tout ce qui va être là. Et oui, règlement intérieur, eux, les Mochi et les nordistes là, ils peuvent prendre aussi le Haut Conseil de transition, trouver quelqu'un du nord, de la Sangha, de la Likwala, qui est vraiment consensuel et qui peut être là pour réguler le pouvoir qui va se passer entre l'Assemblée constituante au maire de Batéké et le gouvernement au maire de Bakongo. Et le président de la République est là que pour eux, comme en 1991-92, il est là que pour apaiser, responsabiliser, travailler bien, faites ceci. Et le Haut Conseil de transition, qui est un gars peut-être de la Likwala, oui, donc il sera là pour calmer les uns et les autres et réguler et travailler dans le sens là des grands dossiers que je vous ai dit après citer, qui touchent l'éducation, la santé, l'économie, le social, l'environnement, la géopolitique, la géostratégie, la France-Afrique, et les biens mal acquis et tout compagnie. Vous avez tout compris. Donc tout est possible. Et donc tout ce monde-là, vous perdez votre temps avec des partis politiques autres. Commencez déjà le projet Sassou dégage. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on en fait après? Avec tout ce monde-là aussi, les Sassou, les Nguesso, tout ça. Ils n'étaient pas tous ceci des pourris parce que j'ai rencontré des gens très intelligents. C'est l'embauché que je connais bien. Puisque j'en ai beaucoup de membres de la famille qui sont avec eux aussi. Donc, vous comprenez les enjeux. Donc, il faudra mettre la responsabilité politique, historique et même pénale et autres, pas par association. C'est l'individu, un à un, chaîne de responsabilité. Et dans le cadre d'un consensus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.